Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. 40% de la population mondiale, 30% du PIB mondial, voilà ce que pèse aujourd'hui l'Organisation de coopération de Shanghai. Les dirigeants des 10 États membres, Chine, Russie, Iran, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Pakistan avec la Biélorussie qui vient de les rejoindre se réunissent ces 3 et 4 juillet à Astana au Kazakhstan. À l'occasion de ce 24e sommet, les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont plaidé jeudi en Asie centrale pour un ordre mondial multipolaire contrant l'unilatéralisme américain qu'ils dénoncent. Quels sont les enjeux de ce 24e sommet? Sommes-nous en train d'assister à la mise en place d'un nouvel ordre mondial? On en parle ce soir avec Zakaria Abou-Tahab. Vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Madame Khamichi, un plaisir renouvelé. Toujours un plaisir. Avec nous également Monsieur Yassine Liati, avec nous depuis Lyon. Vous êtes chercheur associé à Neige Maroc. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Monsieur Mohamed Benchkroun nous rejoindra un petit peu plus tard dans cette émission. Mohamed Benchkroun qui est professeur associé au groupe Atlantique UNA. Nous allons donc commencer par parler de cette organisation de coopération de Shanghai. Monsieur Abou-Tahab, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une organisation internationale intergouvernementale qui a été créée en 2001 sur initiative tripartite, chinoise, russe et indienne aussi. Mais son esprit remonte à 1996. Il y avait ce qu'on appelle la déclaration de Shanghai, qu'on appelle aussi communément l'esprit de Shanghai. Par la suite, elle s'est élargie pour inclure d'autres pays, de l'Asie centrale en particulier, évidemment le Kirghizistan, Kazakhstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. C'est l'Asie centrale qui est aussi un gisement de gaz et de ressources naturelles immenses. Par la suite, l'Iran a rallié ce groupement. Par la suite, la Biélorussie. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres pays qui ont le statut d'observateurs ou de pré-associés, notamment l'Afghanistan. Et également, on a remarqué que d'autres pays comme la Turquie s'intéressent. D'ailleurs, elle a été invitée pour prendre part à ce sommet les 4 et 5 ou 3-4 juillet respectivement. Évidemment, le CCG. Le Conseil de coopération du Golfe. Quand on parle d'une organisation de coopération, c'est un forum de rencontre. Elle n'a pas d'ambition de créer une sorte d'organisation supranationale, c'est-à-dire avec des mécanismes supranationaux comme au niveau de l'Union européenne. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'au départ, elle a été dédiée à la lutte contre le terrorisme, les extrémismes religieux en particulier, parce que l'Asie centrale en connaît un peu. Mais par la suite, elle s'est élargie pour comprendre d'autres aspects, notamment économiques, logistiques, financiers, commerciaux et d'autres. Et aujourd'hui, elle prend de l'allure. Et comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, qu'aujourd'hui, il s'agit d'une organisation qui occupe plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. Un tiers ou presque du PIB mondial. 30% du PIB mondial. Et 30 millions de kilomètres carrés, 30% du PIB mondial, 40% de la population mondiale. C'est énorme. Et donc, voilà, ça mesure son importance. Elle prend de l'allure et j'ai remarqué qu'il y a une sorte d'attractivité ou d'attraction. Beaucoup de pays, surtout asiatiques en particulier, sont intéressés par s'adosser stratégiquement à cette organisation. Monsieur Liati, quels seraient les objectifs de l'OCS selon vous? L'objectif de l'OCS, c'est tout d'abord d'exprimer, on va dire, la suprématie de la Chine au sein de la région, bien évidemment en étroite collaboration aussi avec la Russie, même si la Russie a d'autres objectifs au sein de cet OCS. Mais en fait, c'est une traduction, une vision d'une manière que la Chine a de voir les relations internationales, une nouvelle forme de multilatéralisme avec moins d'interventionnisme sur, on va dire, les politiques intérieures, mais vraiment un multilatéralisme très axé sur l'économie, parce que la Chine, par l'OCS, en fait, souhaite tout simplement exprimer les nouvelles routes de la soie que la Chine mène désormais depuis le début du XXIe siècle. Parce que pour l'ironie du sort, l'OCS a été créé 3 mois
avant les attentats du 11 septembre, 15 juin 2001 pour la création de l'OCS. Et c'est une inscription donc de la Chine vraiment au sein du 21e siècle et de travailler donc avec les pays voisins pour créer une région stable, épargnée de tout séparatisme, épargnée de tout extrémisme et vraiment axée sur une collaboration win-win pour les pays voisins. Et puis, comme le disait également Alford John Mackinder, qui est, on va dire, le père de la géopolitique, le père fondateur de la géopolitique, il disait en 1904 que celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. C'est absolument une traduction de Xi Jinping qui est au pouvoir et de cette Chine qui souhaite vraiment contrôler cette Eurasie, cette vision géopolitique mêlée entre l'Europe et l'Asie, parce que tout simplement, c'est une région très, très stratégique pour le commerce international et pour, bien évidemment, créer, on va dire, encore un peu plus d'axes d'économie et de collaboration entre le continent européen et le continent asiatique, malgré, bien évidemment, on va dire, des chamboulements géopolitiques comme le conflit russo-ukrainien depuis quelques années. Un nouvel axe justement économique, et pour rester toujours dans les objectifs justement de l'OCS, toujours avec vous, Monsieur Liet Sioui, on parle également de sortir de l'hégémonie du dollar. Absolument. La Chine a l'objectif, de par l'OCS, de s'éloigner petit à petit du dollar, qui est l'économie, qui est l'outil monétaire de l'économie mondiale. Et la Chine, donc, avec sa monnaie locale, le yuan, souhaite mettre en avant une alternative sur le continent asiatique, refuse petit à petit d'utiliser ce dollar pour le remplacer par le yuan et ensuite appuyer encore plus l'hégémonie de l'économie chinoise. Parce que cette région, l'OCS, elle est également source d'une économie très très forte. L'OCS, c'est 1/4 des réserves de pétrole dans le monde, c'est 50% des réserves de gaz, c'est 35% des réserves de charbon ou encore 50% des réserves d'uranium. C'est tout simplement énorme en termes de chiffres et en termes d'enjeux. Et si la Chine transforme ses relations économiques et cet OCS en espace de libre-échange, c'est la volonté absolutiste de la Chine pour l'OCS, pour l'instant bloquée par la Russie, puisque la Russie ne souhaite pas perdre ses intérêts également dans la région, mais transformer le dollar en yuan ou même en rouble russe serait vraiment très bénéfique pour ces deux géants. Ça, c'est incontestable. Des enjeux donc importants, un objectif tout d'abord sécuritaire, mais également économique. Monsieur Abou-Dahab, qu'est-ce qu'on peut dire du poids que représente aujourd'hui l'OCS au niveau mondial ? Alors, c'est une organisation, je l'ai dit, qui est cantonnée aujourd'hui à un rôle de concertation, de coopération intrarégionale et n'a pas d'ambition, du moins a priori, géopolitique ou géostratégique. Par exemple, sur le plan de la coopération militaire, chaque État garde une certaine autonomie, mais véritablement, il s'agit d'une sorte de brique ou un élément d'un édifice qui pourrait par la suite se convertir en une véritable organisation agissante, comme on dit. Moi, je la compare peut-être au départ de l'OCDE, qui a été créée en 1960, en remplacement de l'Organisation de coopération économique de l'Europe à l'époque, qui a été créée en 1947-1948 pour administrer le plan Marshall. Et vous savez, Madame Khemlichi, il y a deux dates essentielles. 1996, c'est la déclaration de Shanghai. Pourquoi ? Parce que c'est au lendemain de la création de l'Organisation mondiale du commerce. 2001, c'est la date d'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, ça correspond aussi à l'année de création de l'OCS. Pourquoi ? Parce que la Chine était membre fondateur même du GATT en 1947. Elle s'en est sortie en 1949 avec la proclamation de la République populaire de Chine. Et donc, elle a laissé sa place au Taipei chinois, c'est-à-dire Taïwan. Et donc, véritablement, 2001, on était seulement à quelques États. Par la suite, moi je parle évidemment de l'Organisation de coopération de Shanghai maintenant,
c'est effet boule de neige. Regardez, Madame Khmeichi, le parallèle avec le BRICS. Au départ, c'était 3 pays ou 4 pays. On a ajouté l'Afrique du Sud, bien entendu. Aujourd'hui, avec BRICS+, et c'est un peu le même esprit. Et on retrouve le même noyau dur, c'est-à-dire la Chine, la Russie et l'Inde. Évidemment, le Pakistan, il ne faut pas l'oublier, c'est une puissance nucléaire qui a été déclarée ainsi 97-98 dans le cadre d'une rivalité régionale avec l'Inde. Donc on peut déjà mesurer le poids de cet ensemble, au-delà évidemment des réserves gazières, pétrolières et d'autres, mais c'est une puissance démographique de premier plan. N'oublions pas qu'en termes technologiques, ces pays quand même, notamment la Chine et l'Inde, la Chine c'est le 2e PIB mondial après les États-Unis, l'Inde, je ne sais pas, peut-être classée 7e, 8e, en tout cas après le G7. Véritablement aujourd'hui, moi je crois que l'Organisation de coopération de Shanghai se définit par rapport à l'hégémonie d'un Occident qui fait un peu vieillot, qui est aussi malmené, remise en cause par rapport à des valeurs fondatrices de 45 et au-delà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut véritablement s'intéresser à cette organisation quasiment continentale, voire même intercontinentale et mondiale. Une organisation donc composée de 10 membres. Parmi ces membres, il y en a certains qui ont certaines rivalités. On pourrait aborder la Chine et l'Inde. Peut-être la dernière visite russe en Corée du Nord, qui a suscité des tensions entre, en tout cas, Pékin et Moscou. Des pays donc, qui sont allés au-delà, on va dire, de ces rivalités. Monsieur Abuddaheb, justement, pour un objectif commun. Maudi n'a pas assisté d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a boudé le Premier ministre qui vient d'être réélu à la tête de la plus grande démocratie au monde en termes démographiques, bien entendu. Et le scrutin avait demandé plusieurs jours pour se réaliser. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est une prise de position ou simplement un problème d'agenda? Mais on peut dire qu'il y a une sorte de modus operandi qui fait que, même si on retrouve au sein de la même organisation, on laisse de côté peut-être les chamailleries ou les désaccords à régler par médiation ou autre. Regardez, avant que l'Arabie saoudite ne reprenne ses mécanismes de coopération avec l'Iran déjà qui a été admis officiellement, je pense, en 2022-2023, exactement, à partir de 2021. Mais déjà, il avait le statut d'observateur en 2017. C'est grâce à la médiation chinoise, finalement, que l'Iran a repris ses relations diplomatiques suspendues depuis 2016 avec l'Arabie saoudite, qui va se retrouver, elle aussi, aux côtés d'autres pays du CCG, au sein de cette organisation. Parce que ça recoupe, par exemple, avec la vision 2030 de M. Ben Salman. Donc, on voit très bien que oui, on va d'abord défendre nos intérêts, parce qu'il s'agit, il ne faut pas l'oublier, de créer des sortes de connexions multimodales et en même temps une logistique assez appuyée, comme l'avait si bien remarqué Ilia Tiwi aussi. Ça donne aussi des ailes pour le projet chinois des routes de la soie. Oui. Mais finalement, chacun y trouve son compte et la Russie de Poutine peut jubiler dans le sens où voilà, elle trouve aussi des alternatives, comme je l'ai dit, aux sanctions qui sont décrétées, sortie du SWIFT, etc. etc. Et monsieur Yatiwi, quels sont aujourd'hui les enjeux géopolitiques derrière le choix d'Astana comme lieu de réunion, justement, pour ce 24e sommet? Le lieu d'Astana a été utilisé pour mettre en avant cette région eurasiatique, très stratégique pour l'ECS, et également montrer aux yeux du monde que cet OCS n'est pas uniquement l'expression de la politique étrangère de la Chine, mais que les autres pays membres sont également des parties intégrantes. Rappelons que l'OCS a une réunion annuelle de chefs d'État et les dernières réunions sont très souvent mises en avant au sein de ces pays eurasiatiques pour tout simplement vraiment appuyer géostratégiquement cette région comme une région charnière pour cette organisation supranationale et non pas mettre la lumière uniquement sur Pékin, sur Shanghai et sur donc le prisme chinois. Cela également intègre aussi donc les autres pays membres et amène aussi une volonté de mise en avant que les relations internationales évoluent et que ces relations internationales ne sont pas uniquement les lieux où le monde est habitué on va dire, voir ces grands sommets,
que ça soit donc Moscou, Pékin ou dans d'autres organisations comme l'OTAN ou l'ONU, New York, Londres, Paris. Non, il y a aussi d'autres désormais pays qui comptent. Et donc Astana met en avant donc cette nouvelle forme de relations internationales, de mise en avant de ces pays qui montent et de ces capitales qu'il faut désormais compter également sur le plan géopolitique et géostratégique. Le choix d'Astana, donc une volonté de mise en avant d'une nouvelle forme de relations internationales, comme vous venez de le dire, Monsieur Abou-Dahab. Quelles sont aujourd'hui les implications politiques de l'adhésion de la Biélorussie à l'OCS, la Biélorussie, je vais y arriver, oui, qui est un allié justement de la Russie? Ça va de soi, donc, que ce pays puisse se rallier à cette organisation internationale, comme je l'ai dit, intergouvernementale, compte tenu de sa proximité avec la Russie, compte tenu même de son alliance quasiment stratégique avec la Russie. C'est clair que c'est la Russie qui a poussé vers cette adhésion et cette intégration. Évidemment, il y a des obligations qui découlent des actes fondateurs de cette organisation, mais aussi il y a des droits qui peuvent en découler. Évidemment, c'est une constellation de pays qui est très intéressante. Il faut quand même le souligner. Et ce sont des pays que, traditionnellement, nous, Marocains, ne sommes pas très intéressés, si vous voulez, ou on ne suit pas suffisamment ou assez ce qui se passe dans cette région. Peut-être plus intéressés par l'Asie du Sud-Est. On connaît mieux peut-être l'Indonésie, la Malaisie, la Corée du Sud, etc. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un processus de déplacement du centre de gravité, sorte de la mondialisation de plus en plus de l'Europe et de l'Amérique du Nord vers cette région de façon générale, l'Asie, notamment aussi l'Asie centrale, grâce à ces moteurs de changement. Il ne faut pas oublier quand même, il s'agit de puissances économiques internationales. On les a citées tout à l'heure, la Chine, l'Inde, voire aussi la Russie, c'est quand même un pays qui a du poids. Et cette notion-là d'un Sud global revu et corrigé, traditionnellement, ce sont des principes, y compris la Biélorussie, qui sont partagés, coopération internationale, relations amicales, bon voisinage, défense du multilatéralisme, refus des ingérences. On se retrouve quelque part dans l'esprit de cette coexistence pacifique que même à un moment donné les soviétiques avaient accepté dans leurs relations notamment avec la Chine. Et finalement, ça permet, je le crois fort bien, à cette coalition d'être plus attractive pour les autres pays qui se bousculent, j'allais dire, au portillon pour rejoindre ce groupement dans un monde qui devient inquiétant, avec des problématiques majeures et très complexes, la crise énergétique, changement climatique, le terrorisme, etc. Et donc finalement, moi je crois que ça va donner encore plus de poids à un pays, à une organisation qui au départ était strictement cantonnée dans le rôle de la coopération. Elle n'est pas encore supranationale, c'est pas comme l'Union européenne. Elle reste un forum de coopération, d'accord. Elle ne va pas reléguer les instances nationales évidemment, il ne va pas produire des normes obligatoires d'application automatique dans ces pays-là, mais c'est plutôt un forum de discussion et il faut, à mon sens, suivre l'évolution de cette structure assez importante aujourd'hui. Une organisation qui a donc aujourd'hui de plus en plus de poids et qui pèse de plus en plus lourd. Monsieur Lietioui, la région de l'Asie centrale, justement, est devenue aujourd'hui un enjeu stratégique. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Abou-Dahab confirme ces propos. La Russie et la Chine sont les deux acteurs, on va dire, clés, qui essayent chacun d'étendre son influence. Comment se passe cette cohabitation entre ces deux puissances ? Cette cohabitation est d'un côté fraternelle, amicale, de l'autre côté compétitive. Mais compétitive sur le plan où ces deux grandes puissances se hissent vers le haut au niveau de cette région et surtout souhaitent garder leur intérêt. Déjà, dans l'idée de coopération, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, la mise en place à Tachkent de la structure antiterroriste de cybersécurité commune, donc au sein de la capitale ouzbek. Cette structure antiterroriste donc, de cybersécurité commune, plus connue sous le sigle de SRAT, permet vraiment un début de prisme de coopération géostratégique et surtout de coopération sur le plan sécuritaire. Parce que comme l'a très bien dit mon confrère en début d'émission, l'OCS a pour objectif de combattre trois maux MAUX.
le séparatisme, le terrorisme et l'extrémisme. Et donc la création de ce SRAT est bénéfique pour lutter contre le terrorisme et contre l'extrémisme, surtout par exemple dans un pays comme l'Afghanistan qui est encore très instable sur le plan politique. Ensuite, pour par exemple la Russie, elle bénéficie donc de cette OCS afin aussi de relier avec le reste du monde les voies économiques. Par exemple, l'E40. L'E40 est la plus longue route eurasiatique. C'est une route qui est très très longue, qui traverse de nombreux pays, qui part de Calais au nord de la France jusqu'à la ville de Rieder qui est à l'extrême est du Kazakhstan. Et cette E40 est bénéfique pour la Russie afin de pouvoir dynamiser son économie et développer donc ses exportations. Mais elle est également bénéfique pour la Chine parce que cette E40 est une des nouvelles routes de la soie qui traverse donc le continent asiatique pour ensuite amener les produits chinois sur le marché européen. Donc vous pouvez voir qu'il y a une coopération sur ce plan. Après, il y a aussi de l'adversité, parce que par exemple, la Russie refuse pour l'instant l'objectif final de cette OCS. Pour la Chine, c'est de créer vraiment une zone de libre-échange. On va dire l'équivalent un petit peu de l'Union européenne, mais sur le continent asiatique. Mais la Russie ne le souhaite pas parce que la Russie a déjà l'Union économique eurasiatique qui comporte le Kazakhstan et le Kirghizstan qui sont des pays membres de l'OCS, mais également l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, piloté par la Russie et dont il y a aussi le Kazakhstan, le Kirghizstan, mais aussi le Tadjikistan, qui est un autre pays membre de l'OCS. Donc là, on peut voir une bataille d'intérêts entre les deux, où la Chine souhaite étendre son aura sur le continent et appuyer son leadership en Eurasie, tandis que la Russie a déjà, de par l'héritage de l'Union soviétique, un appui solide au sein de cette région et ne souhaite pas perdre ses intérêts. Une donc bataille d'intérêts entre la Chine et la Russie, vous l'avez dit. La Chine qui souhaite donc voir naître une espèce de zone de libre-échange, ce qui n'est pas forcément le cas de Moscou et donc de la Russie. Justement, si on devait parler de Moscou, est-ce qu'elle souffre aujourd'hui d'une influence, on va dire, qu'elle a perdue du temps de l'URSS ? Considérablement, parce que désormais la Russie, en 2024, est déjà un pays en guerre. Pas l'oublier que c'est un pays en conflit avec l'Ukraine, que son économie est désormais tournée dans une économie de guerre, où donc l'entièreté du pays et des ressources sont taxées dans ce conflit avec l'Ukraine. Et de par donc ce conflit, la Russie ne peut pas développer de manière dynamique, de manière positive, d'autres rayons comme le volet économique dans cette région eurasiatique où il y avait un certain, on va dire, héritage de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, la Russie, pour l'instant, est en difficulté sur le plan géopolitique, mais n'est pas en difficulté encore sur le plan économique. Parce qu'on peut le voir que, par exemple, les prédictions de Bruno Le Maire, ministre de l'économie en France, il y a plus d'un an et demi de cela, quand il disait que le boycott de l'Europe va tout simplement terrasser la Russie en quelques mois, on voit que c'est absolument pas le cas. Donc, pour l'instant, la Russie est dans un prisme surtout de conflit. Et quand un pays est en conflit, c'est un pays qui perd, on va dire, de l'influence sur d'autres marchés où là, la Chine en profite pour continuer à appuyer son hégémonie sur le continent. Une bataille d'influence donc qui continue à s'opérer sur cette région du monde qui est l'Asie centrale. Monsieur Mohamed Ben Chekroun, bonsoir, vous venez de nous rejoindre. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Justement, je vais vous demander quelle place occupe aujourd'hui l'Inde au sein de cette coopération qui est l'OCS et comment peut-on mesurer son influence sur les décisions qui sont prises ?
Tout d'abord, merci pour l'invitation et je tiens à vraiment m'excuser de ce retard. Oui, effectivement, l'Inde, avec le Pakistan, ils ont intégré l'OCS, donc l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui a été fondée en 2001 dans la ville de Shanghai, qui est la ville économique de ce dragon de l'Est, dans une perspective nouvelle. Effectivement, l'intégration de l'Inde vient écarter ce prisme dual sino-russe avec une vision ethnocentrique dans cette coopération sino-russe. Et donc l'intégration de l'Inde vient apporter une touche vraiment économique, une touche commerciale, donc d'intégration économique régionale importante, et aussi qui apporte une vision et un régime politique qui diffère de l'autoritarisme observé par rapport aux 9 autres membres de l'OCS, parce que l'Inde est l'un des rares pays de cette organisation qui est vraiment purement et démocratique. Et donc cette richesse-là, je trouve, c'est dans l'intérêt de cette organisation qui pourrait effectivement sortir de cette image qu'on pourrait lui placer d'être une organisation anti-Occident, parce que l'Inde, effectivement, est un partenaire de l'Occident, est un partenaire indélébile, effectivement, des forces occidentales, et donc ça vient, pourquoi pas, amortir cette perception de créer ce choc de civilisation, et donc ça crée une intégration régionale, mais aussi dans une perspective d'ouverture vers l'Occident. Donc je trouve que sa place, elle est importante, mais cela n'en demeure pas moins que cette organisation a des difficultés internes, il y a des risques d'implosion interne par rapport aux différents conflits territoriaux entre l'Inde, le Pakistan et la Chine par rapport à ces différents territoriaux, mais cela n'en demeure pas moins que l'Inde, de par sa puissance économique et commerciale, est un atout considérable dans cette région et dans cette organisation. Des rivalités internes qui peuvent peut-être avoir des conséquences selon vous. Monsieur Abou-Dahab, il y a Monsieur Benchkroun qui nous parle d'une image avec l'Inde, d'une image qui n'est pas anti-occidentale quand on parle de cette organisation. Justement, dans quelle mesure peut-on considérer que cette alliance en fait, stratégique vise à contrecarrer, on va dire, cette influence occidentale, puisque c'est un petit peu l'essence de l'organisation au départ. C'est la règle première de la géopolitique. Comment contrecarrer des menaces ou des risques potentiels ou réels quand il s'agit de menaces, évidemment. Et puis, en même temps, comment contrôler le territoire. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous regroupez tous les pays, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Immense. Rien que la Russie, c'est 15 millions de kilomètres carrés. Je pense que la Chine, c'est 8 millions de kilomètres carrés. Ce sont des mastodontes sur le plan territorial. Et puis par ailleurs, c'est une organisation, il me semble, qui gagne du terrain progressivement. Je me pose la question, par exemple, demain la Mongolie, si elle serait aussi tentée, c'est un pays enclavé, limitrophe de la Chine, historiquement parlant, extrêmement lié par des interactions multiples, y compris sur le plan ethnique, culturel, etc., et des traditions. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, Sylvia Tsehui a bien rappelé le fameux article de Mackinder, le pivot géographique de l'histoire. C'était un article d'un Anglais, d'ailleurs, qui aujourd'hui, c'est vrai, on se pose la question sur ce potentiel revu et corrigé de l'Eurasie. Mais on l'a dit aussi, il ne faut pas oublier que les pays du Golfe, le CCG, Conseil de coopération du Golfe, sont aussi intéressés par cette organisation. Qu'est-ce qu'elle va offrir en termes de soutien ? Quand vous regroupez le PIB de tous ces pays, eh bien c'est faramineux, c'est considérable. Évidemment, les pays du Golfe arabe peuvent apporter des fonds structurels, souverains, etc. Alors, je vais dire une chose, chaque pays a sa stratégie. Il y a le collectif, il est clair, en termes de vision, d'appréhension peut-être par rapport, il faut le rappeler, à un Occident qui a renié même peut-être ses valeurs fondatrices, d'une manière ou d'une autre, la montée des extrémismes par-ci, par-là en Europe. Regardez ce qui se passe aux Néderlandes, les Pays-Bas par exemple, peut-être demain ou après-demain le 7 juillet en France. On va suivre un peu le résultat du scrutin, mais de façon générale, moi je crois que les pays restent
le noyau dur, surtout la Chine, la Russie et l'Inde, prudents par rapport à leur démarche. Vous savez, même la Chine n'est pas anti-Occident. Elle est peut-être, par rapport aux États-Unis d'Amérique, oui, mais par rapport à l'Europe de façon générale, il y a, on va dire, quelques lignes rouges à respecter. Par-ci, par-là. Il y a parfois des, qu'on pourrait appeler des provocations. Parce que la Chine a besoin du marché occidental aussi pour expédier ses exportations. L'Inde aussi, qui est, à ma connaissance, le deuxième producteur mondial en termes de logiciels. Et les Indiens sont très forts en matière d'ingénierie, etc. Donc, ce qui fait que chacun y trouve son compte. Vous avez, certes, une sorte de charte fondatrice, les principes majeurs, etc. Mais sur le plan opérationnel, sur le plan tactique, chaque État de l'ensemble, évidemment, va essayer de faire valoir ses intérêts, mollo, et chacun y trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, son compte. Chacun donc a ses propres intérêts, puis un intérêt global qui est celui de la coopération. Absolument. Monsieur Lietioui, que signifie la défense d'un ordre mondial multipolaire équitable pour Vladimir Poutine et comment cela se traduit dans les actions de l'OCS? Ça se traduit par une redistribution de cartes sur le plan géopolitique, parce que tout simplement le monde a changé. Cet OCS, c'est vraiment la traduction d'une nouvelle organisation internationale, parce qu'elle a été créée en 2001, donc vraiment au début du XXIe siècle. Et ce XXIe siècle a complètement bouleversé l'ordre géopolitique mondial. Donc un petit peu plus d'équilibre, c'est par exemple réfuter ce Conseil de sécurité où la Russie et la Chine ont une place, mais où désormais dans l'OCS, malgré leur leadership, ils ont également besoin de partenaires et de partenaires importants pour le volet économique, pour le volet géopolitique et pour le volet aussi des relations internationales. Par exemple, Moscou a créé en 2013, à l'intérieur même de l'OCS, le Club de l'énergie. Le Club de l'énergie, qui est donc une organe présente donc à l'intérieur de cette organisation, afin de faciliter tout simplement la coopération entre les pays producteurs et aussi les pays importateurs. Et surtout, les pays puissants de cet OCS, que sont la Russie, la Chine, mais également l'Inde et le Pakistan. Donc quand on ajoute les quatre, c'est tout simplement vraiment de véritables leaders qui pèsent dans l'économie mondiale, dans le PIB mondial et aussi maintenant sur le plan géopolitique et sur le plan des relations internationales. Comme l'a dit mon confrère, l'Inde est véritablement la plus grande démocratie du monde, bien évidemment avec ses limites, avec ses défauts, ça c'est un autre débat, mais sur le plan démographique, c'est incontestable. Donc il faut désormais rééquilibrer l'ordre géopolitique mondial. Voilà pourquoi Moscou et Vladimir Poutine a exprimé donc cette volonté, parce que le monde change et le monde désormais se tourne vers l'Asie, mais aussi sur notre continent africain, qui vont être les véritables acteurs de cette deuxième moitié du XXIe siècle qui approche petit à petit. Cette deuxième moitié du XXe siècle où on va justement rééquilibrer l'ordre géopolitique mondial, M. Abou-Dahab, Xi Jinping appelle à la résistance aux ingérences extérieures. Comment cette résistance est reflétée Résistance, à travers l'OCS? Il faut remettre en cause dans sa pensée, dans sa stratégie, dans sa conception, les bases sur lesquelles l'ordre mondial de l'après-guerre, qui a pris du temps à se constituer, peut-être même à partir de 1941, avec la déclaration sur l'Atlantique anglo-américaine. Mais au final, aujourd'hui, quand on voit la Chine malmenée par rapport à la question de Taïwan, quand on voit la Chine accusée, notamment par les Américains, de pratiquer toujours le dumping, quand on voit la Chine à chaque fois accusée de brader les exportations, etc., à ce moment-là, évidemment, comment la Chine, avec les autres pays, mais aussi à travers d'autres forums internationaux. Je voudrais quand même rappeler que la Chine a le FOCAC avec l'Afrique. La Chine a également un dialogue avec les pays arabes, même des sommets. Le premier sommet date de 2022, mais également a lancé récemment aussi le forum économique avec les pays arabes. Donc elle cherche de multiplier les alternatives, faire valoir aussi
ces idéaux, je l'ai dit tout à l'heure, non-ingérence, etc., mais conçus selon une vision, moi je crois qu'elle est traditionnelle de la Chine. La Chine a l'avantage d'être un pays qui n'a jamais colonisé un autre pays. Elle n'est pas considérée comme étant une puissance coloniale. Elle revendique son intégrité territoriale, ça c'est clair. Elle a des problèmes frontaliers ou des problèmes territoriaux et maritimes avec la Russie et avec l'Inde, ça va de soi. Il y a même quelque temps, on a frôlé un affrontement militaire, bon, limité sur le plan de son périmètre, mais on peut dire que grosso modo, la Chine, selon ma vision, est fidèle un peu à ces principes fondateurs d'une Chine qui ne cherche pas à s'imposer comme une hégémonie mondiale. Elle ne voudrait pas prendre la place des États-Unis, mais plutôt partager peut-être son développement, son expérience, mais elle le fait à la manière du dragon, mollo, de façon... Exact, voilà, vous avez tout résumé, Madame Kamnichi. Tout à fait. Donc, Monsieur Benchkroun, si on revenait à l'économie, quel est l'impact de l'OCS sur le développement économique de ses États membres ? Donc, l'un des objectifs de cette organisation de coopération de Shanghai est de créer effectivement une intégration économique et commerciale entre les pays de l'Asie pour effectivement profiter de cette forte croissance exponentielle qui a effectivement démarré au début du XXIe siècle, dès lors que la Chine a intégré l'Organisation mondiale du commerce. Et les infrastructures chinoises, y compris le grand projet pharaonique gigantesque de One Belt, One Road Initiative, et dans cette perspective-là d'intégration d'infrastructures entre l'ensemble de ces pays asiatiques. Maintenant, il y a toujours une limite à toute vision, c'est qu'il ne faut pas que cette ultra-domination économique chinoise qui s'implante naturellement puisse s'effriter aux intérêts russes. Parce que la Russie, qui a créé effectivement l'Union économique de l'Eurasie, l'Eurasie est une terre de prédilection et de domination naturelle de la Russie. Mais avec donc, le projet du One Belt, One Road Initiative vient effectivement appuyer une position de leadership de plus en plus renforcée. Et donc c'est là un petit peu l'une des menaces internes au niveau de cette organisation, qu'il y ait effectivement une confrontation ou un conflit d'intérêts sino-russe. Parce que l'alliance sino-russe est une alliance de circonstances par rapport à la domination occidentale. Les Russes et les Chinois ont compris que pour faire face au bloc et à la menace occidentale, doivent mettre de côté leurs différends et aller vers un consensus. Mais structurellement, ce sont aussi des adversaires systémiques. Donc une fois effectivement que la Chine aura réglé son problème avec Taïwan, son problème avec le Xinjiang, une fois que la Russie aurait aussi réglé ses problèmes territoriaux, je pense que la domination économique, que cette coopération apparente qui paraît belle sur papier, je pense que sur le fond, il y aurait des conflits qui vont ressurgir. Mais maintenant, c'est aux différents leaders de trouver un terrain d'entente parce que la Chine a une vision de prédation économique sur l'ensemble de l'Asie, mais pas que sur l'Asie, mais d'abord sur sa région sur sa région première. Et je pense que ça va déranger les Indiens, ça va déranger les Russes, mais à eux de trouver effectivement un terrain d'entente dans cette configuration qui est un petit peu délicate parce que il y a plusieurs organisations au sein de cette région asiatique. Il y a l'ASEAN, il y a le SAARC, il y a l'Union économique de l'Eurasie, il y a la coopération du Golfe, il y a l'APEC. Et donc, je pense, il y a aussi récemment cette RCEP, donc Regional Comprehensive Economic Partnership, et en plus du SCO. Donc, je pense qu'il faut que les leaders de cette région trouvent un moyen beaucoup plus simplifié d'unir et de fusionner l'ensemble de ces organisations pour trouver effectivement beaucoup plus de simplification administrative, plus de simplification dans les ententes pour qu'il y ait une intégration beaucoup plus effective et beaucoup plus réelle. Des rivalités donc et des intérêts personnels qui pourraient impacter en tout cas les relations entre les pays membres et l'évolution de cette coopération. Monsieur Lietioui, comment l'alliance des BRICS en parallèle avec l'OCS contribue-t-elle à redessiner les dynamiques justement économiques de cette région qui est l'Asie centrale, bien évidemment? Elle redessine considérablement les dynamiques parce que les BRICS
sont désormais les acteurs incontournables de l'économie mondiale. Face à un isolationnisme américain, une perte d'affluence également de Washington au sein de la diplomatie, le marché européen et la zone euro qui est en grosse difficulté depuis maintenant plusieurs années, et le continent africain qui encore est émergent et très, on va dire, prometteur, mais qui manque encore de structuration sur le plan économique et financier. Les BRICS sont considérablement désormais des leaders sur l'économie mondiale et sur l'économie également dans cette région où tout passe. Parce que, par exemple, le détroit de Malacca est le détroit le plus utilisé dans le monde, en Asie du Sud-Est. Les ports chinois sont considérablement installés dans le top 10 des ports mondiaux qui contiennent le plus de conteneurs et qui sont le plus actifs aussi au sein de l'économie mondiale. Et ces nouvelles routes de la soie qu'on a évoquées avec nos confrères marquent encore un petit peu plus que la Chine ne se conforte pas sur son économie traditionnelle qu'elle a pu installer ces dernières décennies avec la mondialisation, mais qu'elle est en perpétuelle redéfinition, adaptation par rapport au contexte géopolitique, par rapport aux évolutions également de la région, pour pérenniser son économie et atteindre son objectif suprême, qui est la première place en termes de puissance mondiale, qui véritablement sera d'ici quelques années ou au maximum une décennie pour Pékin et le régime chinois. Lors de cet événement donc, qui a eu lieu le 3 et 4 juillet à Astana, Monsieur Abou Dahab, je vais citer donc les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai qui ont pris position par rapport au conflit actuellement en cours, la guerre actuellement en cours en Palestine, à Gaza. Donc les pays membres de l'OCS condamnent fermement les actions qui ont conduit à la catastrophe humanitaire de la bande de Gaza et expriment leur inquiétude face à l'escalade du conflit israélo-palestinien, exprimant leur profonde inquiétude face à l'escalade du conflit. Les États membres condamnent fermement les actions qui ont conduit à de nombreuses victimes civiles et à une situation humanitaire catastrophique. Ils ne condamnent pas Israël, et ils ne condamnent pas le Hamas, et donc on comprend qu'il s'agit en langue diplomatique et politiquement correcte. Mais s'ils ne veulent pas vraiment prendre position par rapport à ça, ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils ont écrit. D'ailleurs, si c'était le contraire, ils auraient pu faire ça il y a longtemps. Même la Russie, d'ailleurs, on le sait, quand bien même elle exprime une certaine compassion, une certaine solidarité, mais évite évidemment d'utiliser directement contre Israël des mots comme l'agression, comme la condamnation. D'ailleurs, la Chine, l'Inde, encore plus, on le sait très bien. On aurait peut-être souhaité une position un peu plus courageuse. Plus claire. Plus claire, absolument, avec des actions concrètes sur le terrain en termes d'aide apportée aux Gazaouis qui souffrent, on le sait, de plusieurs maux MAUX, bien entendu. Ce qui fait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, en termes stratégiques, en termes opérationnels, tactiques, opérationnels, etc., on reste quand même assez prudent par rapport à la démarche. Parce qu'on sait très bien aussi, de par les intérêts qui lient ces pays, parce que de toutes les façons, les décisions doivent être prises à l'unanimité. Et donc, on verrait mal comment l'Inde, par exemple, pourrait offenser Israël ou offenser les États-Unis, et ainsi de suite. Vous voyez, donc il s'agit de la géopolitique. Et la géopolitique, d'abord, commence par la protection des intérêts, soigner, encore une fois, les mesures et les actions. Et donc, au final, c'est une déclaration, moi, je crois, qui est... Alors, je le dirais diplomatiquement parlant, équilibrée et intelligente. Une déclaration équilibrée et intelligente. Vous avez parlé d'actions qui devraient être sur le terrain, en tout cas observables sur le terrain. Il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission. Donc, un dernier tour de table. Je commence avec vous, Monsieur Benchkroun. En quoi l'OCS contribue à la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial et géopolitique mondial? Pour conclure, ce sera le mot de la fin. L'Asie est
devenu l'épicentre du commerce mondial, est devenu l'épicentre de la technologie, du cloud, du AI et de l'industrie mondiale. Cette organisation abrite 40% de la population mondiale et plus de 30% du PIB mondial. Par rapport aux 10 ports les plus importants dans le monde, 8 sont asiatiques. Donc cela démontre bien que l'urgence et l'utilité d'avoir cette inclusion, cette intégration, cet accord, malgré les différends internes entre ces pays. Et cela rappelle l'importance du Maroc d'avoir eu l'intelligence de diversifier ses partenaires stratégiques et d'aller aussi vers ces horizons-là et d'élargir ces partenariats, car dans l'utilité du Maroc d'avoir une approche beaucoup plus équilibrée entre l'Union européenne, les États-Unis, l'Afrique, mais aussi se tourner vers l'Asie de l'Est qui est une région avec d'innombrables ressources, d'innombrables opportunités pour les entreprises marocaines, dans leur capacité d'export de leurs produits agricoles, des produits du terroir. Moi qui ai vécu en Chine, il y a vraiment un gros potentiel. Il faut qu'il y ait un effort beaucoup plus important d'aller vers ces horizons-là, car tout se joue actuellement en Asie, d'un point de vue surtout économique et commercial. Et surtout, l'importance démographique nous rappelle ô combien c'est devenu des marchés de consommation. Des marchés de consommation et donc une aubaine pour les industries, et des multinationales. Donc le Maroc doit effectivement avoir sa part dans ces parts de marché et pourquoi pas effectivement voir des rapprochements beaucoup plus importants qui se concrétisent par des accords beaucoup plus concrets et cela dans l'intérêt de l'économie marocaine. Un potentiel à exploiter, en tout cas dans les futurs partenariats entre le Maroc et les différents pays asiatiques. Monsieur Yatioui, un dernier mot sur ce nouvel ordre géopolitique et économique qui peut être mis en place avec l'OCS. L'OCS s'inscrit tout simplement dans cette redéfinition des cartes, redéfinition du leadership, redéfinition des relations internationales. Surtout cette année 2024 qui va être très importante avec les élections américaines, les élections présidentielles américaines au mois de novembre. Cela va également amener une nouvelle vision sur le plan des relations internationales vues par Washington. Parce que si Joe Biden est reconduit ou si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, les relations entre la Chine et les États-Unis, la relation également américaine avec le reste du continent asiatique peut changer du tout au tout. Et cela, l'OCS bénéficie désormais d'une stabilité politique, d'une puissance économique non négligeable et d'un leadership de plus en plus assumé, également sur le plan de la diplomatie, parce que à la base, ce sont des puissances économiques, mais désormais, ce sont également des puissances diplomatiques qui pèsent et qui sont de plus en plus influents. On pense bien évidemment à la Chine, également à la Russie, mais aussi à l'Inde et au Pakistan, qui sont des membres donc de l'OCS et qui redéfinit donc cet nouvel ordre mondial où l'Asie va être le continent de l'avenir pour ce 21e siècle, aux côtés, bien évidemment, de notre cher continent africain. L'Asie, le continent de l'avenir, aux côtés de l'Afrique. Monsieur Abou-Dahab, un dernier mot. Oui, de façon très synthétique, il y a des reconfigurations partout dans le monde. Parfois, ça fragmente le système international et ça empêche d'avoir une visibilité relativement certaine par rapport à son devenir. Il est clair que beaucoup de systèmes sont aujourd'hui fatigués, ils sont un peu relâchés et par conséquent, il faut les revitaliser pour bâtir peut-être un système de sécurité, notamment collective, qui puisse bénéficier à tout le monde. Deuxièmement, on voit très bien aussi que là où les mondialisations occasionnent aussi des processus sociologiques similaires.
Je voudrais aussi parler du Maroc, évidemment, qui a le statut de partenaire par rapport aussi à l'ASEAN, c'est important, mais il a aussi des accords stratégiques à partir de 2017. C'était en 2016 la visite de Sa Majesté, 2017 la conclusion. Nous avons adhéré officiellement à One Belt, One Road et que nous avons des projets dans le pipe. Et puis par ailleurs, il est important, il me semble, géopolitiquement, géostratégiquement, géoéconomiquement, d'établir des ponts, des gateways entre le Maroc et l'Asie, mais ça passe aussi par l'Afrique. Donc projection vers l'Afrique de l'Est, par exemple, la Corne de l'Afrique, la mer Rouge, le CCG, et par extension, cela créerait, à mon sens, beaucoup d'opportunités pour le Maroc. Et voilà, donc il faut aussi prendre le train en marche, comme on dit. Le Maroc, qui par son donc, rôle central, jouera toujours ce rôle de pont, que ce soit entre l'Afrique et l'Occident, mais également avec l'Asie. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien, plutôt cette émission avec vous, messieurs. Merci à vous, monsieur Zakaria Aboudahab. Je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous, monsieur Yassine Yatioui. Vous êtes avec nous depuis Lyon. Vous êtes secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. C'était un plaisir de vous avoir. Et puis merci à vous de nous avoir rejoints. Monsieur Mohamed Ben Chkroun, vous êtes professeur associé au groupe Atlantique UNA. Merci, c'était un plaisir de vous avoir. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée. Thank you.